Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la réaction des Européens face à Trump après la dernière volte-face du président américain sur le Groenland. Les pays de l'Union européenne ont maintenu le sommet ce soir pour tenter de calibrer leur réponse. À Davos, après un discours dans lequel Trump a réitéré sa volonté d'acheter le Groenland, le président américain a annoncé sur son réseau Truth Social avoir travaillé la nuit dernière sur le cadre d'un accord avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le président américain a aussi suspendu la menace de nouveaux droits de douane qui visait les pays européens ayant envoyé des troupes dans l'île de l'Arctique. Réaction du Danemark, il souhaite poursuivre un dialogue constructif avec ses alliés à propos du Groenland, mais dans le respect de son intégrité territoriale, a-t-il dit. La souveraineté de l'île n'a pas été abordée, a martelé le secrétaire général de l'OTAN. Alors les Européens sauront-ils rester unis dans leur réponse à Donald Trump? L'accord que Trump dit avoir trouvé avec le secrétaire général de l'OTAN, quel est-il? Est-ce qu'il désamorce véritablement la pire crise qu'ont pu connaître les relations transatlantiques? Et puis, quid de l'Ukraine alors que Poutine doit recevoir une nouvelle fois Steve Witkoff, l'émissaire américain? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Caroline de Camaret. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Chef du service Europe de France 24. Bienvenue. Nous avons en face de vous Guillaume Lasconjarias. Bonsoir. Merci d'être là. Historien militaire et professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Bienvenue. Thor Keller est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes correspondant Europe du quotidien danois Dagbladet Information. Je pense que la prononciation est très mauvaise. Excellent prononciation. Bon, merci beaucoup, j'apprécie. Et nous avons donc en direct de Stuttgart, en Allemagne, Ingeborg Grassle. Bonsoir, vous êtes députée de la CDU. Bienvenue dans le débat. Merci, bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en images sur ce fameux accord entre Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, et Donald Trump. C'était donc à Davos la nuit dernière. C'est avec Lou Kissila. En quelques heures, Donald Trump a fait volte-face. Mercredi après-midi, le président américain dit à nouveau vouloir acquérir le Groenland. Mais dans la soirée, après une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, changement de ton radical, il annonce un futur accord. C'est un accord que les gens ont accepté sans hésiter. C'est vraiment fantastique pour les États-Unis. Nous obtenons tout ce que nous voulons, notamment une véritable sécurité nationale et internationale. Il inclut toujours que les États-Unis prennent possession du Groenland comme vous le souhaitiez ? C'est un accord à long terme. C'est l'accord à long terme ultime. Et je pense qu'il place tout le monde dans une très bonne position, en particulier en ce qui concerne la sécurité, les minéraux et tout le reste. D'après CNN, ce futur accord prévoit de renégocier le traité de 1951 qui donne pourtant une très grande marge de manœuvre à l'armée américaine au Groenland. Pendant la guerre froide, l'île comptait une douzaine de bases américaines. Une seule est encore en activité avec environ 150 soldats sur place. Pour le secrétaire général de l'OTAN, remettre en cause la souveraineté danoise sur le Groenland n'est en tout cas plus au programme du président américain. Cette question n'a pas été abordée lors de mes discussions avec le président ce soir. Il se concentre sur ce que nous devons faire pour protéger cette immense région arctique où des changements sont en cours, où les Chinois et les Russes sont de plus en plus actifs. C'était vraiment le sujet principal de nos discussions. Les Européens, de leur côté, se montrent prudents face au perpétuel revirement du président américain. Donald Trump a certes levé la menace de nouveaux droits de douane contre 8 pays de l'Union européenne qui soutiennent le Danemark, mais Bruxelles préfère maintenir le sommet extraordinaire consacré au Groenland prévu ce jeudi. Caroline de Camaret, dans quel état d'esprit sont-ils? On va écouter d'ailleurs tout de suite Emmanuel Macron et je vous fais réagir ensuite. Quand l'Europe est unie, forte, réagit vite, les choses rentrent dans l'ordre et dans le calme. Et moi, je me félicite qu'on a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Caroline de Camaret. Donc ça, c'est justement les propos
Emmanuel Macron au moment où il arrivait au sommet. Donc plutôt combatif, le président français. Mais dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce qu'il y a une forme de soulagement? C'est ce qu'on a beaucoup Ils sont lu. dans un dîner qu'ils n'ont pas annulé, un dîner de travail où, évidemment, ça n'est pas le hamburger, vous l'avez compris, qui est au menu. Parce que la relation Il manquerait transatlantique, plus que ça. elle est franchement dégradée. Elle est franchement dégradée. Il y a beaucoup de scepticisme. Rappelons quand même que les Danois, ce sont les plus atlantistes de tous les Européens. Ce sont eux qui ont suivi d'ailleurs les Américains dans toutes leurs opérations extérieures sans rechigner. Ils ont perdu de nombreux soldats et qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'avaler des couleuvres. Alors, ils ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés. Ils ont hésité à l'annuler, ce sommet, ou pas? Alors, il y a hésitation parce qu'en fait, à l'origine, ce sommet a été convoqué parce que précisément, il y avait de menaces soit d'annexion, soit d'essayer de racheter le Groenland et surtout de taxes aussi pour les droits de 8 douane. pays qui avaient osé mettre le pied avec leurs soldats, quelques soldats, j'ose dire une dizaine de soldats, sur le sol du Groenland pour matérialiser le fait que l'OTAN tout entier, en particulier sa partie européenne, serait d'accord pour avancer. Mais ça empêchait aussi, finalement, Donald Trump d'avoir une aventure guerrière là-bas, en quelque sorte. Et puis, il y avait aussi derrière l'idée que lui avait rétorqué en disant 8 pays seront sanctionnés avec des droits de douane supplémentaires. Et les Européens s'apprêtaient, lors de ce sommet, en réponse à activer un certain nombre de mécanismes. Mais on va y revenir. Voilà. Et en tout cas, ils l'ont maintenu malgré cette espèce de rétropédalage, de désescalade Torkeller. C'était un soulagement du côté du Danemark, c'est ce qu'avaient l'air de dire les Danois. Et le Danois qui dit à l'instant même qu'il y a une opportunité pour des négociations correctes, normales avec les États-Unis une nouvelle fois. Donc c'est d'un soulagement dont on parle? Oui et non, parce que la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas un accord. Il n'y a pas d'accord entre le Danemark et le Groenland et les États-Unis. Le président Trump a répété hier les plans de vouloir contrôler le Groenland. Là, on va rentrer dans une sorte de négociation, mais où l'objectif est toujours pour les Américains d'obtenir le contrôle d'une façon ou d'une autre d'une partie de l'île. Et c'est pour ça que la première ministre... Là où il y aurait des bases militaires, c'est un peu Voilà. ça, on va y revenir dans Et cet accord. la première ministre danoise a dit clairement ce soir, quand elle est arrivée au sommet, les lignes rouges de hier, de lundi, il y a un an, ce sont les mêmes lignes rouges qu'on a toujours. Donc l'histoire n'est pas du tout finie. Pas question donc de donner la propriété à ces bases militaires, parce qu'en fait, ce qui serait donc dans cet accord, d'après la presse, parce qu'on n'en connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, Guillaume Lasconjaria, ça serait que la base, par exemple, de Pitufik, la base militaire américaine au nord du Groenland, s'inspirerait du statut de 2 bases souveraines britanniques à Chypre. Donc, elle deviendrait américaine, propriété donc américaine, et qu'il y en aurait d'autres, potentiellement, des bases américaines qui, là aussi, seraient de la propriété des États-Unis, ce qui n'est pas le cas, en général, quand vous avez une base militaire américaine dans un pays qui reste souverain. Généralement, oui. Oui, généralement. Donc, Alors, c'est déjà une atteinte à la souveraineté du Groenland et du Danemark, finalement. c'est en fait une espèce de volonté déjà de sortir par un moyen de cette crise qui est quand même inouïe et qui nous a amené, effectivement, Caroline le précisait tout à l'heure, avec une crainte, celle d'un éventuel, alors je ne veux pas dire un affrontement, mais au moins un frottement militaire. C'est-à-dire qu'on aurait pu se retrouver face à face. Un soldat américain et un soldat européen en Oui, face, alors, pour quand même schématiser. peu de crédibilité, mais après tout, c'était un peu ce qui inquiétait les chancelleries, les Européens en général. Là où on se retrouve avec une forme d'une inquiétude à une autre, c'est que finalement, ces statuts qui seraient aujourd'hui proposés, déjà, ni le Danemark, ni les Groenlandais ne savent de quoi ils ressortent, et puis... Ils ont été un petit peu, même pas consultés. Et puis surtout, c'est un peu là où il y a une forme d'inquiétude, c'est au nom de quoi, de qui et pourquoi Mark Rutte a-t-il finalement négocié cela? Le secrétaire général de l'OTAN. Et oui, en quoi est-ce que l'OTAN, qui ne possède ni armée, ni pays, ni finalement légitimité démocratique, se permettrait-il d'obtenir finalement cet effet-là? Mais on a l'impression que ça a arrangé tout le monde, en tout cas les Européens, puisqu'il y a quand même ce soulagement. Oui, parce qu'il murmure à l'oreille de Donald Trump. Mark Rutte, c'est l'ancien Premier ministre des Pays-Bas. Il sait le flatter quand il faut. Il sait le flatter quand il faut. Il murmure à son oreille et surtout, en effet, il a sans doute mis en avant, et ça même pour la base MAGA et surtout pour la base républicaine de Donald Trump, c'est un problème, qu'il risquait la dislocation
de l'OTAN. Alors, on sait que Donald Trump ne tient pas beaucoup Non, il ne à tient pas l'Alliance vraiment. Atlantique, mais en même temps, un danger imminent contre lequel il le mettra en garde, et en plus, une certaine quand même... Donc il a utilisé cet argument dans les négociations, vous pensez, Emmanuel Marc Rutte? Macron l'a souligné, une certaine solidarité des Européens en face, qui ont certains, alors Emmanuel Macron en particulier, réagi un peu plus fortement que d'habitude, j'ai envie de dire. En disant, on convoque un sommet, attention, il y a un instrument anti-coercition dedans, ça va toucher votre tech et on a très très peur. En tout cas, ça fait pas plaisir à Donald Trump parce qu'il y avait Elon Musk aussi à Davos en même temps, etc. Sa tech, c'est un peu sacré. Donc tout ça, ça a créé une ambiance finalement favorable à une solution un peu plus pacifiée, comme disent les uns et les autres, même si tout n'est pas réglé, évidemment. Ingeborg Grassle, votre réaction justement à ce revirement de Trump, vous achetez, entre guillemets, cet accord, ou est-ce que ce soir, à ce dîner, cette réunion de l'Union européenne, finalement, c'est une heure de vérité? Il n'y a pas d'accord, premièrement. Deuxièmement, avec Trump, on ne peut jamais être sûr que c'est ça. Il ne faut jamais oublier l'Ukraine. Il nous faut garder le président Trump, les Américains à nos côtés pour l'Ukraine. C'est très important. Donc, je crois que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. De toute manière, c'est très difficile de négocier avec lui. Ce que moi et ce que nous, les Allemands, recommandent aux Européens, c'est de tenir ferme. Et je crois que la réaction des Européens, des dirigeants européens, était très ferme et très similaire. Mais c'est clair, ce n'est pas le discours qui impressionne Donald Trump, c'est les faits. C'est pour ça que c'était hier l'accord de Mercosur qui a échoué au Parlement européen avec les voix des centristes français. C'était notre grande déception. Cette Europe-là ne peut tenir debout que quand nous, on montre qu'on tient debout. Et ça, les accords de libre-échange sont fondamentaux pour signaler aux Américains et au président Trump que nous, on est sérieux pour la souveraineté de l'Europe. Et là, c'était hier, c'était une journée très mixte hier. Pour vous, c'était un coup dur pour les Européens, le fait que le Mercosur soit rejeté au Parlement européen. Il est suspendu donc pendant un temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils y renoncent non plus. Torkeller. Oui, je voulais juste ajouter que je pense que l'idée est quand même de vendre à Donald Trump ce qu'il a déjà. C'est-à-dire l'accord de 1951 qui laisse énormément d'espace pour faire beaucoup de choses. Donc, mais ça ne lui suffit pas. Donc non, mais c'est pour ça qu'il faut un accord. Mais il n'y a pas un nouveau accord. Là, il y a une négociation qui va se passer entre le Danemark, le Groenland et au niveau un peu plus bas, c'est Marco Rubio et le vice-président américain. Et le Premier ministre a déjà dit depuis un an, mais on peut parler de cet accord, on peut le ajuster, on peut l'élargir. Et là où il serait ouvert à la négociation autour de cet accord, vous dites. Oui, là, oui, on voit des images en direct, d'ailleurs, du sommet européen en ce moment. Juste, on va écouter justement le Premier ministre du Groenland, parce qu'eux, ils se sentent tout de même floués par cette histoire. We choose the Kingdom of Denmark. Nous choisissons le royaume du Danemark, nous choisissons l'UE, nous choisissons l'OTAN. Il ne s'agit pas seulement d'une situation pour le Groenland et le royaume du Danemark, il s'agit de l'ordre mondial qui nous concerne tous. En conclusion, nous, Groenlandais, sommes un peuple pacifique, ce qui reflète notre rapport au monde, malgré l'incertitude qui règne actuellement. Nous avons toujours privilégié et continuerons de privilégier un dialogue respectueux par la voie diplomatique et les canaux habituels. Guillaume Lasconjarias, ils n'ont pas eu voix au chapitre, les Groenlandais, dans cet accord entre le secrétaire général de l'OTAN et Donald Trump. Mais en réalité, cet accord, il paraît, là encore, quand on écoute même les conférences de presse, quand on écoute les espèces de justifications, y compris de la part de Rutte et d'autres, en fait, c'est très difficile de savoir de quoi il s'agit. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'incertitudes et que élargir le traité de 1951 probablement peut être un point de départ, mais ne satisfera clairement pas Trump dans la manière, parce que ce sera sans doute vendu si on n'arrivait pas à jouer autour de la communication comme étant en fait une prolongation de l'existant, et il ne veut pas une prolongation de l'existant. Si cela conduit à un élargissement, par exemple, du nombre de bases, mais en fait, il y a déjà cette possibilité-là. Donc, qu'est-ce qui change radicalement ? Il faut toujours se mettre dans la position de Trump.
Et d'ailleurs, il le dit lui-même, citons-le un petit peu, quand on l'écoute, il dit « c'est bon pour voilà à la fois les bases, la défense antimissile, ce fameux Golden Dome, et puis pour les minéraux ». Et là, on arrive à autre chose. En 2009, lorsque le Danemark et le Groenland ont ouvert pour la première fois des prospects au Groenland, eh bien, les États-Unis se sont portés acquéreurs d'un seul. Donc en fait, même cet intérêt des mines, il est très très limité. Donc, je repose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si le diable est dans les détails, je pense qu'on va avoir non pas un, mais plusieurs diablotins. Est-ce qu'il fait partie de cette réunion européenne, ce fameux accord? Est-ce qu'ils vont en voir la couleur, ces Européens, en ce moment? Parce que là, on parle de presse, c'est la presse qui a sorti CNN, c'est une situation très ambiguë quand même. D'ailleurs, il y a un mois, j'ai rencontré ce Premier ministre donc, du Groenland qui était au Parlement européen. Il était reçu avec les honneurs en disant à quel point il aimait l'Union européenne qui finalement lui déroulait le tapis rouge et le soutenait. Sachant qu'ils ont quitté l'Union européenne, ils ne sont pas territoire européen, soyons clairs. Ils n'appartiennent plus à l'Union européenne, le Groenland. Ils ont appartenu quand le Danemark est rentré dans l'Union européenne, mais ils l'ont quitté en 85 pour des raisons de pêche, de politique de la pêche qui ne leur convenaient pas. En 85, ils ne sont plus sur le territoire de l'Union européenne, mais les Groenlandais sont des citoyens européens. C'est quand même un statut très particulier. Mais en tout cas, ils se sentent en effet très soutenus contre cette idée que la souveraineté territoriale pouvait être pour autant remise en cause dans ce territoire en particulier, qui serait un bout de glace, comme dit d'ailleurs Donald Trump. Un morceau de glace, un morceau de glace. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé, je reviens du Danemark le mois dernier, en un mois, c'est qu'ils se sont rapprochés quand même beaucoup du Danemark, qui n'aime pas non plus, ils voudraient leur indépendance. Mais ils se sont rapprochés. C'est une conséquence directe des agressions de Trump. On ne veut surtout pas d'un Trump qui nous envahisse. Il faut nous parler avec respect. C'est ce que répète sans cesse et martèle ce Premier ministre groenlandais. Torkeller, mais la question vraiment ce soir, c'est est-ce qu'il faut effectivement montrer de la fermeté? Là, le Danemark parle d'une opportunité pour les négociations. Comment l'Europe ce soir doit-elle montrer les muscles? Va-t-elle montrer les muscles à Trump malgré justement ce rétropédalage? Est-ce qu'elle devrait le faire? Je pense que ça va être difficile ce soir de faire un texte qui répond parce que, en fait, les menaces sont, entre guillemets, disparues. Ils ne sont pas disparus du tout, ils sont toujours là. Sur les droits de douane, mais pas sur la menace... Contre une 90% aussi, oui. Oui, mais contre 97% de la territoire du Royaume du Danemark, les menaces sont toujours là. Donc, les menaces sont toujours là. Donc, mais c'est difficile parce que répondre avec des mesures comme des tarifs, l'autre sens et tout ça, mais on ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas... Le menace de tarifs est, entre guillemets, disparu. Donc, c'est un peu difficile de trouver une réponse au Groenland. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper tout de même? Est-ce que là, elle ne mériterait pas d'anticiper les choses? Je pense que l'anticipation, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui a fait qu'on était préparé. Là, la réaction... C'était plutôt une réaction. Réaction, mais planifiée. Je pense qu'au gouvernement danois, ils ont pensé à toute cette histoire depuis un an, peut-être plus. Et ils savaient, la Première ministre a utilisé son réseau entre les dirigeants européens pour avoir cette forte réaction de l'Europe qu'on a vu les derniers jours, les dernières semaines. Donc je pense que là, on est dans une situation qui est un peu difficile, mais il faut aussi dire que le sommet ce soir, c'est vrai qu'il fallait parler de Groenland, mais c'est aussi une réflexion sur la relation entre les États-Unis et l'Europe. Et là, il y a autre point de divergence que le Groenland. Il y a aussi l'Ukraine. Emmanuel Macron met très bien en avant le fait qu'il y a eu un effet dissuasif aussi de ce sommet. Au menu de ce sommet, qu'est-ce qu'il allait ressortir? Il allait ressortir d'abord peut-être une déclaration un peu forte qui ne serait sûrement pas signée par tout le monde. Il en manquerait donc il devrait y avoir une déclaration forte. Viktor Orban, la Slovaquie et la République tchèque, mais une déclaration qui dise on soutient le Groenland dans sa souveraineté ainsi que le Danemark. Ça... Pour l'instant, il n'avait pas eu ça. Ça mange pas de pain, j'ai envie de dire, une déclaration. Mais c'est plus facile à faire à plusieurs que de faire tout seul, parce que personne ne veut en direct avoir des problèmes avec Donald Trump. Deuxième chose,
il y avait la possibilité qu'on réinitie l'idée de droits réciproques. Alors, vous nous mettez des droits de douane supplémentaires finalement au 1er février. Nous, on a négocié un grand accord qui est d'ailleurs suspendu par le Parlement européen. Et ça a beaucoup joué, suspendu par le Parlement européen, un grand accord déséquilibré de commerce avec vous, les États-Unis. Vous avez 15% de droits de douane sur nos marchandises et vous 0%. Donc c'est très avantageux pour vous. On suspend tout ça et puis on va commencer à remettre une liste de mesures de rétorsion si jamais vous activez des droits de douane à 93 milliards d'euros. Ça, c'était la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, la plus sérieuse, le fameux instrument anti-coercition qui a été créé en 2023. Le fameux bazooka. Le bazooka qui n'a pas été activé, où on interdit les marchés publics aux Américains, on fait aussi des mesures de rétorsion douanière, il y a toutes sortes de choses qui sont en place, qui n'ont jamais été utilisées, mais qui sont susceptibles de ne pas plaire beaucoup à Donald Trump, et à déclencher une guerre commerciale dans l'autre sens auquel il ne s'attend pas. Parce que finalement... Donc vous dites, Caroline, ça a été dissuasif, c'est ce qu'a dit le président Macron. Ingeborg de Grassle, vous êtes d'accord s'il y a eu une sorte d'accord entre Rutte et Trump, c'est parce qu'il y avait ces mesures possibles du côté européen qui auraient pu être dégainées ce soir contre les États-Unis. Vous pensez que ça a eu un effet dissuasif ou pas ? Je ne crois pas ça. Je crois qu'on a toujours négocié cette question autour du Groenland. Il y a des archives là-dessus. C'est-à-dire là, il y avait toujours des négociations et des pourparlers entre les Américains et les Danois. Là, je crois que les problèmes ne sont pas si graves qu'on peut les maîtriser. La question est de savoir qu'est-ce que fait l'Europe avec tout le reste. Tout le reste, à mon avis, est beaucoup plus important, mais la question danoise a une grande vertu, c'est d'unir les Européens derrière un seul but. Donc vous la minimisez ? C'est un sommet très important ce soir. D'accord. Les Européens sont unis, mais bien sûr, ils doivent maintenant attaquer tous ces problèmes où ils ne sont pas réunis. C'est ça le problème. Oui, mais le Groenland, vous dites... l'autre. Le Groenland, ils ont montré qu'ils étaient unis, mais enfin bon, ils peuvent très facilement ne plus l'être, puisque là, certains peuvent ne plus voir la menace d'annexion de Trump et puis préférer négocier directement avec les Américains. L'unité, elle n'est pas donnée. Le but de Trump, c'est de détruire l'Union européenne, de détruire l'adhésion entre les États membres. Et là, il poursuit ce but-là à tous les fins. Et là, les Européens doivent faire attention qu'ils ne se laissent pas diviser. C'est pour ça que ce sommet-là, il est important pour montrer que l'Europe tient ensemble. Il faut tenir ensemble à travers renforcer la souveraineté européenne, renforcer la défense, il faut renforcer l'aide pour l'Ukraine, il faut faire plus, voilà, la menace que les Américains nous envoient presque quotidiennement, il faut le prendre au sérieux. Maintenant, nous devons nous mettre au travail pour vraiment prendre notre destin entre les deux mains et faire tout ça sans les Américains. Le jour va arriver où Trump va peut-être quitter l'OTAN, je ne sais pas, mais il faut compter avec tout avec Trump. C'est ce qui fatigue tant et c'est ce qui rend l'affaire si difficile. Il faut rester unis et Trump fera tout pour détruire cette unité des Européens, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, renforcer l'extrême droite dans tous les États membres. Tout ça, c'est des points où il attaque l'unité allemande. C'est là où se joue l'unité européenne. Guillaume Lascangarias, en particulier sur l'OTAN. Là, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui a négocié avec lui. L'OTAN, est-ce que ça a encore une signification quand on parle de l'article 5 finalement, Madame la députée le dit, et à un moment donné, peut-être qu'il va carrément sortir de l'OTAN. On en est là. En réalité, il y a deux choses. Et l'autonomie stratégique européenne, elle est en route, mais il faut quand même du temps. On a tellement déjà perdu de temps. Tout ça, c'est pas neuf. On a eu 2016-2020, et qu'ont fait les Européens ? Ils ont été saisis de stupeur, et puis ensuite, ils se sont immédiatement rendormis, partout, sauf en France, je tiens quand même à le préciser, entre 2020 et 2024, en disant « Non, Trump est derrière nous, ça n'arrivera plus jamais ». Donc la culpabilité des Européens, c'est le terme, la culpabilité, elle est avérée. Pourquoi culpabilité ? Parce que c'est plus que de l'aveuglement. C'est le refus de comprendre, déjà d'une part, qu'il y a une forme de continuité, quoi qu'on en dise, entre les deux administrations, sur leur lien à l'Europe, sur leur vision du monde et sur la façon dont, de toute façon, l'Europe n'est plus dans leur scope.
Mais pas sur sur l'Ukraine. l'idéologie. Moi, Pas sur l'idéologie. Il y a une grosse offensive idéologique aussi de Trump qui n'était pas le cas avec Biden. C'est tout à fait vrai, mais si on regarde bien au dehors de l'idéologie qui est effectivement, et ce qui m'inquiète, c'est pas simplement ce qui s'est passé à Davos. Dans 3 semaines, Madame la députée le saura encore mieux que moi, on va avoir la conférence de sécurité de Munich où l'année dernière, Vance a J.D. vraiment, Vance. littéralement jeté un froid sur les Européens. Qui va représenter les États-Unis à cette conférence? Parce que je crains qu'on ait une sorte de deuxième coup d'avertissement. Quand mon collègue danois nous dit finalement c'est une menace, pour moi j'ai l'impression de vivre dans un mauvais épisode de Star Wars, c'est la menace fantôme 2. Oui. Donc, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on que- fait? Est-ce que ce soir, le fait d'avoir d'abord maintenu ce sommet, c'était plutôt une bonne chose? Oui, c'est plutôt une bonne chose. Et Donc, c'est bien même si d'afficher les Slovaques, on sait déjà, les Hongrois, les Tchèques, de toute façon, ne seront pas de la partie, ce sont des petits pays, on peut s'en passer. Maintenant, est-ce que l'Italie, la France, l'Allemagne, est-ce l'Italie que... bouge. Mm. L'Italie L'Italie a bougé même cette semaine, j'ai envie de dire. L'Italie, elle était peut-être prête à accepter quelque chose sur le Groenland. Et là, elle est quand même rentrée un peu dans le rang. On l'a entendu aux arrivées. Elle est un peu rentrée dans le rang en se disant, mais en fait, finalement, c'est en train de marcher aussi d'être un peu plus ferme. Vous pensez? Parce qu'elle prenait beaucoup la négociation, Mélanie. Elle minimisait tout de même un peu les attaques de Trump. Allez-y. Il y a deux résultats aussi de la politique de Trump cette dernière année. Un, c'est que le Groenlandais le déteste maintenant. Avant, il essayait de faire une sorte de campagne de On on disait est beaucoup que les gentil, on vous donne Groenlandais de allaient l'argent. céder à l'opération séduction américaine. C'est fini, cette campagne. Là, il y a des casquettes vendues à Nuuk où on dit America, go away. Donc, c'est fini, cette offensive de Est-ce charme. que Donald Trump s'intéresse vraiment à la population Non, groenlandaise, mais les au moins, manifestants? c'était utile possible pour lui d'essayer de le faire de cette façon-là. La deuxième chose que je veux C'était dire, plus c'est simple. que les Danois sont maintenant réveillés, comme vous le dites. La première ministre danoise, qui a toujours été extrêmement atlanticiste, c'est-à-dire elle aimait plus Bruce Springsteen que les propres chanteurs danois, est maintenant en train de parler de cette autonomie européenne, c'est qui était impossible. Springsteen, il est très anti-Trump. Il y a hein. un mois, en achetant des stocks de missiles américains, le premier signe que les Danois envoient, c'est 2 chasseurs F-35. Le message, il est quand même très largement biaisé. La dernière achat de Danemark était un système Français, de missiles défense De SMTP. franco-italien. Donc il y a des changements. Il y a quelques années, jamais on aurait fait ça. Donc, et au niveau politique, je pense qu'il y a un réveil, mais aussi au niveau de la population, c'est-à-dire le Danois, comment les Danois voient le monde. Il y a un changement gigantesque ces dernières années. Y compris dans vos documents stratégiques, Voilà. pour lesquels vous n'hésitez plus, vous non plus, à qualifier de danger finalement. Voilà. Les États-Unis, c'est ça, Impossible il y c'est a un quelques document de années. sécurité danois qui met les États-Unis parmi les menaces Oui, et les de- Danois du ont Danemark. toujours aimé la culture américaine. Comme nous tous d'ailleurs, comme Mais tous nous- les Européens. nous, encore plus que vous. En plus, on a appris la langue, plus que vous aussi un peu. Donc, désolé. Mais ça, tout ça, ça a changé, cette fascination avec les États-Unis. Il y avait une vraie fascination des Danois pour les États-Unis, c'est ce que vous dites. Il a disparu. Ingeborg Grassle, pour en revenir justement à cette... quel rôle peut jouer le chancelier allemand pour unifier justement ces Européens? Est-ce qu'il est suffisamment offensif? On sait qu'il y a eu quand même une volte-face importante en Allemagne, puisque l'Allemagne réarme, que le budget pour l'armement est important. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il prend suffisamment un rôle de leader pour entraîner les autres? Je crois que Friedrich Merz a un rôle très important et qu'il est vraiment quelqu'un qui sait encore parler à Donald Trump, comme fait aussi Alexander Stubb. Alors là, Trump est quelqu'un qui a besoin de gens qui l'écoutent. Mais je crois que le problème, c'est par-delà qui sait encore parler à Trump. Est-ce qu'on peut encore utiliser les armes qu'on achète aux États-Unis? Est-ce qu'on aura le droit de les utiliser? Parce qu'on a de toute manière besoin des Américains pour les utiliser. Alors là, il y a ce qu'on vit maintenant, et M. Torrikel a souligné le deuil que fait le Danemark. Alors là, je peux ajouter, l'Allemagne fait le deuil aussi, parce que les Américains nous ont nourris après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont envoyé des paquets, on avait des relations très, très étroites, et là, on comprend que les Américains veulent plus de nous. On a compris ça et on commence à le comprendre. C'est pour ça que tout dure si longtemps, parce qu'on
On ne pouvait pas le croire au début, mais c'est ça. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a avec les armes, qu'est-ce qu'il y a avec le parapluie nucléaire, qu'est-ce qu'il y a avec l'Ukraine, qu'est-ce qui est avec la Russie, qu'est-ce qui est avec la Chine. Est-ce qu'on peut encore se fier aux Américains? Pour le moment, je dois dire que je n'ai pas beaucoup confiance. Et là, je suis transatlantique moi-même et ça me coûte de le dire. Le problème est beaucoup plus grand. C'est pour ça que Friedrich Merz a un rôle très important parce qu'il sait parler à Trump, il l'écoute, mais toutes les flatteries du monde, ça ne sert à rien parce que Trump, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas lui faire confiance. Et c'est un drame, pas que pour l'Europe, c'est un drame pour le monde. Désolé de le dire, c'est les Américains qui doivent régler ça, c'est le Sénat, le Congrès, c'est les Donc vous espérez encore qu'il parvienne à le régler? Comme ça, on ne peut qu'avoir peur. Ou est-ce que c'est vraiment le deuil est fait, donc il va falloir trouver une autre voie, une voie européenne? Oui, absolument. Maintenant, il faut vraiment regarder les choses en face. Maintenant, il faut que les Européens fassent tout ce qu'ils peuvent pour devenir souveraines, pour souligner leur rôle dans le monde. C'est pour ça que les accords de libre-échange sont si importants. Là, c'est l'Inde qui arrive. On peut plus négocier 25 ans pour ne pas avoir un accord. Ça, on perd toute crédibilité dans le monde. Non, il y a un accord à venir aussi sur l'Inde. D'ici quelques mois. Donc, en vérité... Parce que l'idée, c'est de justement faire des accords avec les autres, en fait, sur une espèce de contre... Voilà, mais c'est aussi ce qui est en train donc avec l'Inde, le Mercosur. Bon, pour l'instant, un peu la relation franco-allemande, finalement. Les Français... constate que l'Allemagne a pris toute sa place géopolitique au centre de l'Europe et d'ailleurs s'en félicite pas toujours, mais surtout, plus important, il considère que l'Allemagne sans cesse a protégé son industrie de l'automobile, ses propres exportations, etc., qui est son obsession, n'est pas assez forte ni vocale contre Donald Trump, et c'est particulièrement vrai parce que l'Allemagne a poussé finalement Ursula von der Leyen à avoir cet accord qui est un très mauvais accord pour les Européens, 0% de droits de douane côté américain, 15% côté européen, et qu'aujourd'hui, finalement, Trump parfois se rit de cet accord et décide de faire autrement et de du coup, est-ce qu'il va être à nouveau au goût du jour, cet accord, puisqu'il y a eu rétropédalage? C'est aussi une question. Est-ce que Friedrich Merz peut être considéré comme quelqu'un qui va s'asseoir suffisamment sur ses propres intérêts? Il le fait pour l'Ukraine, c'est vrai qu'il aide beaucoup l'Ukraine, il le fait dans le cas de l'Ukraine, mais dans le cas de la relation transatlantique, on voit bien qu'il est quand même beaucoup plus hésitant à se dire que, on va engager un bras de fer, qu'on va dire des choses, qu'il faut dire les choses, parfois les nommer le président américain, ce qui n'est jamais le cas, etc. Ingeborg Grassler, vous répondez à Caroline, est-ce que justement cet accord avait été vraiment encouragé par les Allemands, cet accord qu'Ursula von der Leyen a signé avec Donald Trump l'année dernière, qui est un accord inégal? Qu'est-ce que ça veut dire inégal? De toute manière, il nous faut un accord, il nous faut la prédictibilité dans les questions de douane. Mais je voulais dire qu'avec le bras de fer, rien n'est gagné. Nous sommes très, très préoccupés que maintenant, parfois, les Européens croient que c'est le bras de fer qui règle l'affaire. Et on tombe chaque fois dans le piège de Trump, qui est un piège pour terrifier le monde. Nous voulons avoir de bonnes relations aussi avec les États-Unis. C'est pour ça qu'on n'abandonnerait jamais la tentative de trouver des accords avec eux. Jamais on abandonne ça. Il faut aussi, l'Europe non plus d'ailleurs, il nous faut être raisonnable. On ne peut pas riposter de la même manière, mais il faut être ferme sur nos possibilités. Et ça ne va pas que Trump interfère dans nos politiques intérieures par le chantage des douanes. Ça ne va pas du tout. Et là, l'Europe est très claire et tous les pays d'Europe sont très clairs là-dessus, heureusement. Guillaume Lasconjarias, en termes de sécurité, justement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que finalement... Parce que c'est ce qu'elle disait, Ingeborg Grassle. Est-ce qu'on pourrait se passer des armes américaines, une fois pour toutes, plus de F-35 prenons des armes françaises ou européennes? J'aimerais dire oui, volontiers, sauf que là encore, ça ne marchera pas. Du moins, ça ne marchera pas tout de suite. C'est-à-dire que vous ne montez pas une industrie de la défense comme ça, au claquement de doigts. Ça demande des moyens, ça demande des ressources, ça demande un investissement tel que...
les Européens ne l'ont pas fait. C'est-à-dire, depuis 1990... Ils ont besoin de combien d'années pour être autonomes? Si on disait 25 ans, ce serait 25 ans. Oui. Au bas mot, et encore, probablement pas dans tous les spectres du jeu. Depuis, Dans certains spectres, oui. Dans certains spectres, oui, on pourrait monter en capacité. L'Europe, par exemple, si on prend l'exemple allemand, la capacité de Rheinmetall, le partenariat aussi avec KNDS, fait que dans, par exemple, le segment lourd, c'est-à-dire les blindés, une partie de l'artillerie, on serait capable de compenser assez rapidement. Mais dans le domaine naval, là encore, pas trop de difficultés, on n'est pas du tout dépendant des Américains. En revanche, vous prenez du transport lourd, vous prenez des drones, vous prenez les hélicoptères lourds, vous prenez le renseignement, vous prenez les systèmes de commandement, vous prenez, et alors essentiellement, là, le F-35, c'est un peu le côté emblématique, et là, on est vraiment à la remorque. Et c'est pas Malgré les drones ukrainiens, par exemple, parce qu'eux mettent ça en avant. Parce qu'en fait, il y a drone et drone. Mais ils s'en servent déjà, ils s'en servent, donc oui. Ils ne sont pas disponibles pour nous. Il y a la question de qu'est-ce qu'il y a sur les étagères. Nous, sur les étagères, on n'a pas grand-chose. On n'a plus rien, et on a donné beaucoup. On a donné beaucoup aux Ukrainiens. Donc, on est en train de mettre en place effectivement une industrie de la défense européenne avec un grand programme CEF qui compte des centaines de milliards d'euros qui sont essentiellement dirigés vers des technologies européennes. Mais pour autant, ça prend du temps, en effet. Ça va prendre du temps. On va écouter Volodymyr Zelensky, tout de même, parce qu'il était à Davos, et voilà ce qu'il a dit des Européens. La Grande-Bretagne et la France sont prêtes à engager leurs forces sur le terrain et nous avons déjà un premier accord là-dessus. Merci Keir, merci Emmanuel et merci à tous les leaders de notre coalition. Mais on a besoin d'un filet de sécurité américain. De nouveau, aucune garantie de sécurité ne fonctionne sans les États-Unis. Au lieu d'être une vraie puissance globale, l'Europe demeure un beau kaléidoscope, mais fragmenté de petites et moyennes puissances, au lieu de prendre les rênes en défendant la liberté partout dans le monde, en particulier quand l'attention américaine bascule vers d'autres régions. L'Europe semble perdue en essayant de convaincre le président Trump de changer. Thor Keller, il est réaliste là ou il n'est pas très gentil avec les Européens? Il est assez réaliste, c'est qu'a dit la ministre des Affaires étrangères danoise ce soir aussi, parce qu'on a perdu énormément de temps là en parlant de Groenland et tous ces trucs absolument absurdes. Il y en aura d'autres. Pendant qu'il y a une vraie guerre qui se passe juste à côté de nous et où les Ukrainiens sont bombardés chaque nuit, chaque matin, chaque jour. Donc, il faut peut-être plutôt parler de comment résoudre cette situation et moins de comment on va protéger. Mais c'est lié, non? Enfin, mais bien sûr, les deux, c'est quand même lié. Attends, Caroline, c'est lié, c'est sûr. Caroline, laisse-le terminer parce que c'est sûr que c'est lié parce que Trump l'utilise comme menace. J'ai bien compris ça, mais c'est vrai aussi que le message à envoyer à Trump aussi, c'est que si vous ne nous soutenez pas là. C'est quoi l'OTAN aussi? Parce que là, on est quand même face à une situation inédite, une guerre qui a duré maintenant énormément de temps et qui continue. Et on a besoin des Américains, en fait, a dit encore Zelensky. Et sur l'OTAN, il y a un point essentiel, c'est-à-dire que la crise qu'on vient de traverser pose deux choses, la question d'un pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait... Donc on garde l'OTAN, ou est-ce que d'un coup il devient caduque? Mais il y a un commandement européen. Il existe déjà du côté des choses au côté européen, mais si on se substitue par exemple aux Américains dans l'OTAN, c'est faisable. Les Américains cotisent, mais c'est 17 ou 18%, donc c'est beaucoup. Mais donc on peut garder la structure. Oui, et puis surtout, on sait faire, et c'est une capacité à agir ensemble. Donc les Américains d'ailleurs réduisent, il y a eu cette annonce que, alors c'est vraiment peanuts, mais ils réduisent aussi leur implication dans les états-majors, donc on peut s'y substituer. Et ça aurait un effet vraiment dissuasif contre la Russie d'avoir un OTAN sans les Américains? Alors, avoir un effet dissuasif immédiatement, non, mais si vous avez une capacité qu'a l'OTAN de manière inégalée d'être interopérable, de savoir agir, et puis derrière de conduire des opérations complexes, oui, vous devenez vous pouvez être dissuasif. Et puis surtout, les Européens, quand même, globalement, c'est 1,2 million de soldats. Donc on n'est pas nus et sans accroche. Donc on a des capacités. Simplement, derrière, c'est est-ce que, et à chaque fois on y revient, on a des outils, l'Union européenne a des instruments, on a une stratégie, on n'a toujours pas, malgré tout, la volonté. On se paye de mots. Ingeborg Grassle, est-ce qu'on a la volonté de tout envoyer à l'Ukraine, les Taurus, tous ces armements? Justement, on ne l'a pas. Enfin, en Allemagne, il y en a beaucoup question, mais est-ce qu'au final, il y a une vraie volonté politique?
la situation que vit l'Ukraine vient en partie parce qu'on n'a pas suffisamment aidé. Tous les pays d'Europe n'ont pas aidé suffisamment. L'Allemagne, non. La France, non. C'est pour ça il faut aider l'Ukraine, sinon on ne peut pas construire un ensemble crédible. Bien sûr que si on essaye de remplacer les Américains, ça prend du temps, mais il ne faut pas que les Européens se querellent tout le temps sur les enveloppes nationaux pour les industries. Ça, c'est une querelle majeure. Dès qu'ils font quelque chose ensemble, la querelle commence. Alors, si ça continue comme ça, on peut tout abandonner déjà. Caroline de Camaret, c'est vrai qu'il y a les logiques nationales dans l'industrie. Il faudrait des logiques plus européennes. Bon, il y a eu un Airbus, hein, donc ça, c'est un succès. Mais c'est à peu près le seul. Oui, là encore, Parce qu'il y a quand même... on ne se met pas d'accord sur certains, d'ailleurs, certaines coopérations avec l'Allemagne en matière industrielle, et c'est les Français qui freinent. Non, ce qu'il y a d'important, c'est de bien percevoir que pour les Européens, les 27, au moins, ils sont bien d'accord quand même de sommet en sommet. Il n'y a pas de doute dans leur esprit. La priorité numéro 1, c'est l'Ukraine, parce que finalement, c'est la défense de notre territoire, de ce qui se passe à nos portes. Alors pourquoi ne pas envoyer plus d'armes? Et en vrai, tout le chantage que fait Trump sur tous les autres dossiers, ils savent bien que dans son esprit, c'est lié. Tous les dossiers sont liés pour lui. Donc en vrai, ce qui leur importe aussi, c'est de garder les Américains à bord coûte que coûte sur le dossier. Alors, est-ce que c'est la bonne stratégie, parce qu'ils ça, ne peuvent pas faire finalement, sans Starlink pour l'instant, les Ukrainiens, sans leur renseignement. Ils peuvent très peu faire sans une implication de l'OTAN ou en tout cas des Américains qui freineraient sur l'usage des armes, hein, comme on l'a expliqué. Donc, en effet, c'est l'Ukraine qui domine tout. Et c'est au nom de l'Ukraine que finalement, on est très faible vis-à-vis des Américains. Et ça dominera aussi ce sommet, j'imagine, sommet européen, donc à Bruxelles, qui a lieu en ce moment. Merci beaucoup, Caroline de Camaret, Thor Keller, Guillaume Lasconjarias, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ingeborg Grassle, merci d'avoir participé à ce débat en direct de Stuttgart. Et merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous le retrouvez sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et restez avec nous.